Ok. Toujours. Et tu t'es engagé dans cette nouvelle aventure et tu as cofondé cet Institut du cerveau et de la moelle épinière. Avec qui c'était? Comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait avec Jean Todt, qui est vraiment un ami le plus proche, quasiment mon petit frère, et qui voulait faire quelque chose dans le domaine de la médecine. Son père était médecin, etc. Et puis, on est très proches. Et il voulait créer un trauma center, un centre de traumatologie un peu performant. Et puis, on a réfléchi et je suis revenu après en lui disant que non, d'abord parce que fallait pas que, en tant que doyen, j'ai l'impression de tirer la couverture à moi dans ma discipline. Et puis, deuxièmement, l'intérêt est beaucoup plus dans le cerveau. C'est le problème du 21e siècle avec les maladies infectieuses, voire le Covid, voire le SRAS, etc. C'est les deux grands problèmes du 21e siècle. Avec le surpoids? Avec les maladies infectieuses. Ouais. Et le surpoids, non? Ou tout... Le surpoids, ça va être la sédentarité, ça c'est sûr que ça va être un très gros problème en plus, c'est vrai. Mais ça, on peut le prévenir. Tandis que les maladies infectieuses, le monde est devenu un village, les nuages s'arrêtent plus aux frontières, enfin c'est plus ce que c'était, et donc on voit bien que ça devient planétaire. Et les maladies neurologiques également, parce que on vieillit de plus en plus. Une fille sur deux qui naît aujourd'hui sera centenaire. Donc c'est quand même un problème considérable. Et d'autre part, le cerveau est très complexe, extrêmement complexe, et actuellement on en est au stade, contrairement à les autres disciplines, sinon contemplatif. Vous avez un Alzheimer, là, je suis sûr du diagnostic, mais j'ai aucun traitement. Parfois palliatif, c'est-à-dire vous tremblez, je vais vous donner un anti-tremblement, mais je répare pas la cause. Et donc il faut qu'on passe du contemplatif au palliatif, au curatif et au préventif. Or, le cerveau, on arrive à remplacer ton cœur, ta hanche, ton foie, greffer tout ce qu'on veut. Le cerveau, on n'arrive pas à le remplacer, peut-être heureusement, mais on veut arriver à le réparer. Et donc, on est parti de ce problème-là. C'est un problème de santé publique, c'est un problème complexe, et on est très en retard. Non pas à cause de la qualité des chercheurs, mais des médecins, mais c'est parce que la complexité du cerveau. Et donc, à partir de là, créons cet institut du cerveau, d'autant plus à la Pitié-Salpêtrière que c'est le berceau de la neurologie avec Charcot, Freud, Pinel et Babinski et tous ces gens-là qui ont été à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, on a voulu créer cet institut. Et c'est parti comme ça tous les deux. Et puis à partir de là, si tu l'as déjà interviewé, il a dû t'expliquer. On a créé une sorte de dream team, c'est-à-dire qu'on a pris sinon les meilleurs dans chacun de leurs domaines, des très très bons dans chacun de leurs domaines. Et puis on a monté ce projet. Comment on le fait ça? Parce que ça coûte cher. Eh ben, c'est le problème en France. Enfin, j'ose pas dire ça, c'est pas de trouver de l'argent. C'est de créer le concept. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu créer un centre pour être un peu plus rapide que les autres et réinventer la roue et dans un cadre un peu mieux. On a voulu être vraiment très innovant et pour ça avoir un esprit très entrepreneurial. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas dans la recherche, mais c'est un petit peu innovant quand même. Et pour ça, on est parti d'un concept très simple qui paraît là encore, je vais dire tout con, tout bête, c'est de mettre au même endroit le malade, le chercheur, le médecin et le businessman, les quatre. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a fait à la Pitié-Salpêtrière qui voit passer 100 000 patients neurologiques par an. On l'aurait mis à la Garenne-Beson ou dans les Yvelines, ça aurait été moins cher et plus facile. Et trouver de l'argent, on va y venir, mais le plus difficile, c'est de créer cette fondation privée, on est chez nous, reconnue d'utilité publique, faisant travailler des gens du public et du privé. Il faut avoir l'avantage du privé, c'est-à-dire cet aspect pushy, cet aspect réactif, cet aspect très flexible, avec l'aspect public qui est remarquable et avec cette caution de la pérennité de la recherche publique. Et donc, il faut avoir les avantages de chacun sans en avoir les inconvénients. Et ça, c'est plus difficile que de trouver de l'argent, à mon avis, de mêler ces deux éléments-là. Oui, parce qu'en fait, très vite, on se retrouve avec potentiellement des
des lourdeurs administratives. Des lourdeurs, des choses accusations, enfin des zones grises aussi peut-être sur où va l'argent public, quelle est la relation, comment ça se passe, est-ce que c'est très clair? C'est moins ça que l'aspect administratif qui peut en découler. Parce que c'est une sacrée institution. J'ai vu 600 personnes quelque part, non? C'est ça? Là, on est 900. Et donc 900 personnes pour quelque chose de privé. Quel est le modèle économique? Alors, le modèle économique, avant de parler du modèle économique, si tu veux, on avait, si on revient à notre feuille de route, on était 12 ou 13 même, je crois, et Jean Todt était actuellement à cette époque-là chez Ferrari, on se réunissait le dimanche une fois par mois, de 7h à minuit, et on repartait chacun avec notre feuille de route. Ça donne la tonalité quand même, les malades mentaux de 7h à minuit le dimanche soir. Ouais. Pro modo, et puis ensuite rentrer. Et chacun était quand même très occupé. Il y a Maurice Lévy chez Publicis, Serge Wimbert qui était chez Printemps Pinot, etc., etc. Enfin bon. C'était le dernier moment qui restait, le dîner du dimanche soir en famille. Exactement, mais très, très agréable avec Olivier Duhancan et Yves Agite, qui est les deux neurologues. Et donc, on est parti sur une feuille, pas blanche, parce qu'elle était grise, la mesure où c'était la pitié salpêtrière, avec 4 mots très simples. 1, l'excellence. C'est-à-dire que c'est facile à dire, plus difficile à prouver. Et pour ça, on a créé un comité scientifique international, on va le voir plus tard, dans lequel il n'y a pas un Français pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts qui juge le centre. Et grâce à ça, on est devenu en 7 ans très vite le 2e centre de recherche mondiale en recherche clinique. Deuxièmement, international. Les Français sont les meilleurs du monde et l'exception culturelle, mais enfin, ils sont pas trop mauvais ailleurs. Et donc, actuellement, eh bien, il y a, je crois, 30 ou 40% de gens qui viennent de l'étranger. Quand on a fait un appel à la candidature, c'est toujours international. Okay. Troisièmement, le mot le plus important, c'est le mot partage. Je disais tout à l'heure que le partage, le progrès vient du partage. C'est le partage entre le privé et le public. On a un conseil d'administration avec un budget qui doit être équilibré à la fin de l'année, lui, contrairement à celui de l'État. Deuxièmement, le partage entre la recherche clinique et la recherche fondamentale. Ça va du lit du malade à la paillasse et de la paillasse au lit du malade. Ça s'appelle la recherche translationnelle. Et puis le troisième élément, c'est souvent difficile. Il y a des chercheurs en neurosciences, mais il y a des physiciens, des mathématiciens, des spécialistes de la nanotechnologie, des biostatistiques, etc. Et ça, c'est très difficile parce que c'est des cultures différentes, des langages différents, et il faut qu'ils parlent ce même langage. Et l'un n'est pas prestataire de service de l'autre. Et donc, il a fallu mélanger tout ça ensemble. Et puis le 4e point, c'est la valorisation de la recherche. Les chercheurs sont très bons, mais ils n'arrivent pas à valoriser, à transformer l'essai. Et donc, ils vendent leur brevet à une grosse boîte qui s'intéresse plus au traitement de la grippe qu'au traitement de la sclérose latérale amyotrophique où il y a 2000 patients par an, etc. Donc, on a créé tout un tas de start-up, de spin-off, et en quelques années, on a créé plus de 1000 emplois grâce à cela. Et ces start-up, ces spin-off... Elles sont dans le bâtiment. Vous êtes actionnaire, généralement? Alors, au début, on ne l'a pas été. Maintenant, on est actionnaire. Et puis, bien entendu, pour essayer de bénéficier de la chose, on n'y est pas encore. Mais c'est d'incubateur. Oui, c'est un incubateur, mais en neurosciences. Et pour qu'une start-up vienne, il faut qu'il y ait un programme de recherche et développement avec une équipe de recherche. Donc ça, c'est un élément très important pour avoir cet esprit entrepreneurial. Et puis pour répondre... Je fais juste une pause avant de peut-être passer aussi au modèle et à que tu allais aborder, je crois. Mais moi, j'aime beaucoup cette technique. Hein, c'est une forme de technique, se dire une fois par mois le dimanche soir, c'est ça? Oui. De 7h à minuit. Oui. C'est pas rien, hein, je veux dire. Non. Tu fais quand même, tu rajoutes quasiment une journée de travail. Hein, enfin, pour certains, tu rajoutes. Chacun repartait avec sa feuille de route. Et puis, tu devais faire pour le mois d'après. Oui. Voilà, donc tu rentres dans quelque chose sur lequel, avec des gens qui sont brillants, quand t'es quand même entre Gérard Saillant, Jean Todt, voilà, et Maurice Lévy. Et voilà, à un moment, tu te mets un peu de pression pour la fois d'après, pas passer pour un tocard et pas avoir fait tes devoirs, tu vois. Oui, mais ça allait de soi. Oui, c'est pas trop le problème.
mais surtout c'était le principe, c'est quand même très innovant, faire une fondation privée dans le domaine de la recherche. Beaucoup de gens ont dit c'est très bien, levez de l'argent, donnez-nous l'argent et puis on va le gérer. On fait ça depuis des siècles et des siècles à l'université. Donc c'est plutôt, la difficulté a plutôt été de modifier cette mentalité en disant il faut avoir les avantages des deux. Mais voilà, ce que je note ici, c'est que tu vois, beaucoup de gens vont te dire j'ai pas le temps. Et c'est pas forcément vrai, c'est que c'est juste pas dans tes priorités. Toi, ta priorité à ce moment-là a été de créer aux alentours de tes 60 ans, dans ce moment qui te restait de libre de 19h, à minuit. Alors, faut que ce soit passionnant, j'imagine, parce que sinon, t'as pas envie de te mettre ça comme un boulet. Moi et les deux neurologues, c'était plutôt notre métier. Ouais. Les autres, c'était pas du tout leur métier. Et ils faisaient ça alors qu'ils avaient aucun rapport avec la neurologie. Ils n'avaient pas d'enfants qui étaient malades dans ce domaine-là. Ils n'avaient pas de problème personnel. Ils l'ont fait un peu dans la mesure où c'est créer son chef-d'œuvre au sens moyenâgeux du terme. Ils ont réussi dans leur domaine, mais ils voulaient sinon rendre à la société quelque chose qu'ils avaient reçu. C'était tout à fait désintéressé. Je trouve que c'est assez extraordinaire de leur part. C'est extraordinaire. Mais et sur le plan humain, c'est une aventure très, très intéressante, parce qu'on est resté très proches. On s'est jamais engueulé et ça se passe vraiment très, très bien. Et tu dis les deux neurologues et moi, mais finalement, tout était quand même aussi un ovni là-dedans, parce que non, mais moi, c'est parce que j'avais été doyen qu'il y avait cette vue d'ensemble. Parce que les neurologues, ça faisait un certain temps qu'ils essayaient de faire ça. Ils avaient dû voir, je pense, tous les ministres de la Ve République. Et les gars avaient dû leur dire, c'est très bien les petits gars, mais on n'a pas d'argent. Donc, c'est d'arriver à créer ce modèle un peu original. Qu'est-ce qui se passe entre la première réunion? Combien de temps il se passe et qu'est-ce qui se passe et le moment où ça existe vraiment, il y a une structure où il y a des gens? On a dû commencer en 2003 ou 2004 et ça s'est inauguré en 2010. Ah ouais. En sachant que là-dedans on a perdu 1 an et demi parce qu'on devait avoir le terrain et puis la séance publique nous l'a retardé. Donc faut supprimer 1 an et demi à 2 ans quasiment là-dedans. Mais il y a toute une période de réflexion. Et tu dis qu'on a ouvert un bâtiment avec du monde. Voilà. Le bâtiment, il faut déjà 2 ans et demi pour le construire. Ouais. 2 ans et demi pour construire, 1 an et demi de perte. Ça fait déjà 4 ans. Donc entre 2004, donc oui, il y a eu 4 ans de préparation à peu près. Et le budget initial, au tout début, vous avez investi soit votre temps, soit un peu d'argent vous-même? Honnêtement, on n'a pas investi d'argent directement, parce qu'on n'avait pas, personnellement, en tous les cas. Mais et on voulait pas que le bâtiment, l'infrastructure soit payée par les donateurs ou les malades. D'accord. On veut que l'argent il aille à la recherche. Et donc, on est allé voir des grandes institutions, la région, Île-de-France, la ville de Paris, le ministère, et qui nous ont dit, oui, l'idée est intéressante, revenez avec un business plan, etc., etc. On a monté ce business plan petit à petit. Et puis, on a eu de l'argent de la région, Île-de-France, avec, s'appelait Jean-Paul Huchon. On a eu de l'argent avec la ville de Paris, avec de la Noé. On a eu de l'argent avec le ministère de la Recherche également un peu. Et puis, on a eu un prêt très intéressant de la Caisse des dépôts et consignations qui nous a dit, 30 millions, 40 millions à 2%, à remboursant dans 5 ans, sur 30 ans, j'y connais rien en finance. Mais enfin bon, c'était pas une mauvaise affaire. Et donc, à partir de là, on a pu construire ce bâtiment. Mais on voulait pas que l'argent des donateurs et de la générosité publique serve pour le bâtiment. Alors venons au cerveau. Quoi que tu m'as peut-être pas... Oui, l'argent venait donc de ces régions. Il y a eu des financements privés avant aussi. Alors, en parallèle. Ensuite, il y a eu des financements privés, bien entendu, en parallèle, avec des grands donateurs, souvent à qui on donne de l'argent. On n'est pas sûr de faire ce bâtiment, et auquel cas on vous rendra l'argent, on va le sanctuariser, peut-être moins 1, 2, 3 ou 5% qu'on aura dépensé dans des études, etc. Mais oui, il y a des grands donateurs.